Bonjour à tous, nous voici ensemble pour une nouvelle vidéo sur les méthodes de calcul. Ici, nous allons voir comment calculer l'inverse d'une matrice. Et dans cette première partie de calcul d'inverse, nous allons voir comment calculer l'inverse d'une matrice par la méthode de l'élimination de Gauss. Alors, quel est le but et quels sont les moyens pour y parvenir? Alors, notre point de départ, donc nos matrices de départ ici, ce sont la matrice à inverser ainsi que la matrice identité. Donc, la matrice qu'on va appeler A ici, A inversé, et la matrice identité. Donc la matrice identité IN, avec N l'ordre de la matrice. Alors, le but ici, ça va être tout simplement d'effectuer conjointement les mêmes opérations sur cette matrice A, et donc ses versions équivalentes successives, et sur la matrice IN. Autrement dit, dès lors qu'on fera une opération sur la matrice A, on la fera sur la matrice IN. D'accord? Donc, les opérations sont à effectuer conjointement sur les deux matrices. Donc, les opérations, autrement dit, c'est la matrice A et ses matrices successives qui vont nous servir de guide, et la matrice IN va se transformer au fur et à mesure. Alors, on va voir justement quelles sont ces opérations. Alors, il y a deux opérations principales. Je me permets, et c'est ma forme, je vais appeler ça les formes successives, hein. Attention, ces formes successives ne sont pas égales, hein. Ce sont des matrices équivalentes, mais qui ont suivi un certain nombre de modifications. Alors, il y a deux grandes étapes principales, d'accord? Donc deux grandes parties de cette méthode. Donc première partie, bah, c'est tout simplement un pivot de Gauss, d'accord? Donc première partie, ce qu'on va faire, c'est on échelonne la matrice A par donc un pivot de Gauss. Alors je vous renvoie à la vidéo correspondante pour justement voir comment on échelonne une matrice et pourquoi est-ce que l'on l'échelonne. Ici, de toute façon, on verra un exemple où on va échelonner en direct la matrice en question. Donc voilà la première partie. Il y a donc une deuxième partie comparée à un simple échelonnement. Il y a une deuxième partie qui consiste à tout simplement passer de la matrice échelonnée à la matrice identité. À donc la matrice IN. Alors, ça revient à faire finalement un pivot, mais un pivot inversé. D'accord? Donc, c'est un pivot inversé. Autrement dit, on va se servir ici toujours de pivot, mais au lieu de partir du coin supérieur gauche de la matrice, on va partir du coin inférieur droit. Donc voilà un petit peu, ça c'est notre plan de bataille. Alors, on va passer tout de suite à un exemple et on va voir tout simplement comment ça fonctionne. Donc, je vais partir d'une matrice ici. Donc, voilà cette matrice. Hop. Donc j'ai une matrice 4, 4. Voilà. Donc on va donc l'appeler ici petit a. Alors ce que je vais faire par rapport à la simple matrice, ça c'est ma matrice A. Pour présenter mes calculs dans cette méthode, je vais partir donc de cette matrice et je vais lui adjoindre, au sens, je vais l'augmenter de la matrice IN. Autrement dit, je vais avoir ici donc la matrice A. Je vais laisser un espace ici et je vais mettre la matrice IN. Alors pour la première étape, c'est la matrice IN.
Je vous rappelle que toutes les opérations que l'on va réaliser ici sont des opérations successives. C'est une forme d'algorithme qu'on va mettre en place, tout simplement. Ce qui veut dire que, encore une fois, les opérations que l'on va réaliser sur A, ici dans ce cas très particulier, nous allons les réaliser sur la matrice de droite, qui, dans un premier temps, est la matrice ici IN, mais qui petit à petit va devenir donc une autre matrice. Donc je rappelle ici, dans le cas d'une matrice 4, 4, bien évidemment, la matrice IN, c'est la matrice qui ne possède que des zéros en termes de coefficients, à part les 1 qui sont sur la diagonale. D'accord? C'est la matrice des delta IJ, tout simplement. Donc là, encore une fois, hein, si on veut poser les choses, là ici, vous avez votre matrice A, et ici, vous avez votre matrice IN. Donc ici, dans le cas présent, c'est I4. Et on va réaliser des opérations. Alors, on va réaliser des opérations, on peut utiliser le symbole ici d'équivalence qu'on a déjà vu. On va réaliser des opérations pour faire apparaître donc une matrice échelonnée à gauche. Alors attention, il n'y a aucune raison que la matrice I4 se transforme en une matrice échelonnée. Donc ici, je vais faire figurer en orange le pivot courant. Donc ici, c'est 2. Alors on pourrait très bien essayer de simplifier cette matrice, mais encore une fois, il n'y a pas forcément d'intérêt. Il n'y a pas d'intérêt systématiquement à se ramener à des pivots égaux à 1, même quand on le fait à la main, et numériquement, ça pourrait être l'objet d'une autre vidéo, il n'y a pas forcément non plus d'intérêt au sens où ça peut nous poser un certain nombre de problèmes. Donc qu'est-ce que l'on cherche à faire? On cherche à faire apparaître ici tout simplement des zéros en dessous. D'accord? Donc là ici, moi je veux des zéros. Pour ce faire, qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais faire des combinaisons linéaires, je vais faire à la fois des transvections, je vous renvoie vers la vidéo correspondante, et des dilatations. Autrement dit, des combinaisons linéaires, mais toujours en considérant qu'une ligne devient elle-même, éventuellement modulée via un scalaire, plus un certain nombre de fois une autre. Donc ici, notre pivot fait qu'on va rajouter à chacune des lignes ici un certain nombre de fois la première ligne dans cette première étape. Donc nous allons avoir L2 qui va recevoir L2 moins L1, c'est l'opération la plus simple ici. L3, alors 2 et 5 étant des nombres premiers, pour trouver finalement un coefficient commun, il faut bien évidemment que je multiplie L3 par 2 et que je retire 5L1. Idem pour L4. Donc L4 doit recevoir 2L4 moins 3L1. Donc réalisons les opérations. Donc encore une fois, alors vous allez voir que dans la première partie, donc cette première partie qui consiste à échelonner la matrice, les difficultés se situent, enfin les difficultés, les calculs se situent principalement du côté gauche. Voilà. Les côtés droits, on fait les mêmes calculs, la différence fondamentale c'est que finalement on subit uniquement. Et les calculs sont relativement simples. On verra que de l'autre côté, finalement ça se simplifie énormément en termes de calcul pour la partie gauche, et c'est la partie droite qui est un petit peu plus compliquée à calculer parce que la matrice de droite, elle, va avoir changé entre temps. Donc encore une fois, la première ligne ne change pas dans ce premier pivot. Les zéros sont apparus, pas besoin de les recalculer. Donc on a dit qu'on faisait L2 moins L1. Voilà. On a dit que nous faisions 2L3 moins 5L1. Donc nous faisons ici 6 moins 10 moins 4. Nous faisons 14 moins 15, donc moins 1. Et nous faisons ici 18 moins 15, donc 3. Voilà. Pour la dernière ligne, nous allons faire donc ici 4 moins 6 moins 2. Ici 8 moins 9 moins 1. Et ici 14 moins 9, 5. Donc voilà pour cette première étape. Alors bien évidemment, nous devons faire la même chose à droite. D'accord? C'est tout l'intérêt de cette méthode. C'est pour ça qu'on prend une matrice qu'on appelle augmentée.
c'est la matrice de gauche qui nous indique quelle opération effectuer, et c'est la matrice de droite ici qui va nous dire ce que l'on fait avec. Enfin, qui va devoir suivre les opérations faites à gauche. Donc ici, de la même manière, nous faisons L2 moins L1, donc moins 1, 1, 0, 0. 2L3 moins 5L1, donc il y a un moins 5 qui apparaît ici. De la même manière ici, 2L4 moins 3L1, il y a ici un moins 3 qui apparaît. D'accord? Si vous regardez bien, bien évidemment, la matrice de gauche est équivalente à la matrice A, la matrice I4 est équivalente à la matrice de droite. On verra même qu'ici, elles sont toutes équivalentes quelque part, mais en tout cas, pour passer de la matrice A à la matrice de gauche, nous avons effectué les mêmes opérations, et donc nous avons multiplié en fait par la même matrice à gauche, inversible, que pour passer de la matrice I4 à la matrice de droite. D'accord? On se rappelle maintenant comment effectuer le pivot de Gauss. La deuxième étape, notre nouveau pivot ici, c'est le 1. Et le but, c'est de faire apparaître des zéros ici dans ces positions. Donc allons-y. Pour ce faire, nous avons ici deux opérations à faire. L3 va recevoir un certain nombre de fois L-même et L2. Ici, tout simplement, on prend L3 et on ajoute 4 L2. Pour L4, on récupère L4 et on rajoute 2 L2. Et on effectue comme ça les opérations. D'accord? Donc à gauche, encore une fois, et à droite. On n'oublie surtout pas, hein, toute opération effectuée à gauche doit être effectuée à droite. Voilà. Donc effectuons ces opérations-là. Alors bien évidemment, la première ligne ne change toujours pas. La deuxième ligne non plus. Concernant la troisième et la quatrième ligne, nous allons donc faire apparaître des zéros dans les deux premières colonnes. Et il ne reste plus qu'à calculer les quatre coefficients restants. Donc ici, c'est assez simple étant donné que notamment il y a un 0 dans la première ligne. Donc pour cette troisième colonne, elle ne change pas. Et pour la toute dernière colonne, donc nous allons faire 3 moins 4, donc moins 1. Et ici 5 moins 2, 3. Pour la matrice qui provient de l'identité, nous allons effectuer les mêmes opérations. Donc attention, hein, ici bien évidemment ça change. Donc moins 5, moins 4, moins 9. Ici, nous avons un 4 qui apparaît. Nous avons le 2 qui est conservé. Et ici, effectivement, un 0. Pour la dernière ligne, moins 3, moins 2, donc moins 5, 2, 0 et 2. À ce stade, nous avons fait donc deux étapes de pivot de Gauss. Nous n'avons pas encore une matrice échelonnée. Pour ce faire, en se servant du pivot orange, nous devons donc faire apparaître un 0 dans cette position. Ce qui n'est pas très compliqué, hein, au regard des différents coefficients. Il suffit pour ce faire de soustraire à la ligne 4 la ligne 3. Donc nous repartons ici de nos matrices. Alors on peut éventuellement, ici pour gagner un petit peu de temps, hein, les vertus de l'informatique. Nous allons recopier nos différents coefficients. Nous avons bien évidemment ici la troisième ligne qui ne change pas. Voilà. Nous fermons notre matrice. Idem pour ici la matrice de droite. Et pour la dernière ligne, il n'y a donc que des zéros en dehors donc du dernier coefficient. Ici 3 moins moins 1, donc 4. De la même manière, nous faisons l'opération ici. Donc moins 5 plus 9, 4. 2 moins 4, moins 2. Ici, moins 2 et 2. À partir de là, si vous regardez bien, vous avez donc ici une matrice échelonnée. Cette matrice échelonnée, qui est donc l'atteinte de la première étape, qui correspond finalement au pivot de Gauss,
que l'on a vu dans une autre vidéo, ici vous permet de vérifier le rang de votre matrice. Donc le rang ici, on voit bien qu'il est égal au nombre de lignes non nulles dans la forme échelonnée, et bien égal à 4. Ce qui implique bien évidemment que A-1 existe. C'est ce qui nous permet de passer à la deuxième étape. Bien évidemment, si A n'est pas inversible, la deuxième partie de notre méthode ne doit pas être effectuée. Donc pour cette deuxième partie, le but est de refaire quelque chose qui s'apparente à un pivot de Gauss, mais cette élimination de Gauss va porter tout simplement sur le fait d'éliminer ici ces coefficients-là. Donc tous ces coefficients-ci, on veut les rendre nuls par transformation d'eux-mêmes pour faire apparaître ici tout simplement la matrice identité à des dilatations près. Alors, comment faire apparaître des zéros? Alors tout d'abord, on peut se rendre compte qu'on peut se simplifier un petit peu la vie, et c'est ce qu'on a tendance à faire dans ces dernières étapes. Donc avant de retourner quelque part ce pivot, ce que l'on va faire, c'est qu'on va tout simplement, ici, nous avons un 4, nous avons ici des multiples de 2, on peut tout simplement simplifier cette ligne et la rendre un petit peu plus facile à manipuler en divisant tout par 2. Autrement dit, je vais simplement prendre ma ligne 4, donc là c'est une dilatation pure, hein. Je divise par 2 tous les coefficients de ma ligne 4. Voilà. Et j'obtiens bien évidemment ici quelque chose d'analogue à ceci. À la ligne 4 près. Voilà. Hop. Gagnons un petit peu de temps encore une fois. Ma ligne 4 ici, bien évidemment, va changer. Donc ce 4 devient un 2. Alors pourquoi est-ce quand on le peut, on le fait? Parce qu'encore une fois, ce 4 va être notre nouveau pivot. Autant avoir un pivot le plus simple possible à manipuler, alors soit de base, soit par rapport aux autres coefficients qui apparaissent. Donc voilà le 2 qui est apparu. Alors, dans cette deuxième étape, d'accord, qu'on va réaliser maintenant, il y a toujours la notion, encore une fois, de pivot, mais ce pivot maintenant n'est plus le pivot du coin supérieur gauche. On commence tout d'abord avec ce pivot-là, qui en temps normal, je vous rappelle, n'est jamais un pivot classique, parce qu'on a terminé l'échelonnement avant d'avoir besoin de le prendre. Et ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va remonter ici, et on va se servir donc des anciens pivots pour faire apparaître des zéros. Donc le but ici, dans cette première étape, c'est de faire apparaître des zéros dans ces positions-là, en se servant donc de ce pivot -2. Autrement dit, nous avons ici 3 étapes à faire. Alors tout d'abord, L1, je veux faire apparaître ici donc 0, donc je vais faire 2 fois L1, toujours parce que 2 et 3 sont les nombres premiers, moins 3 fois L4. Idem pour L2, 2L2 plus L4. Et pour L3, L3 va recevoir ici donc de la même manière 2L3 plus L4. Donc comme je vous l'ai dit précédemment, typiquement les opérations à gauche vont devenir elles de plus en plus simples. Quant à droite, effectivement, on va avoir de plus en plus de calculs explicites à faire. Donc, si on regarde ce qui se passe à gauche, bien évidemment une partie des colonnes et des lignes ne sont pas impactées. Donc si on regarde un petit peu, donc L4, bien évidemment, nous nous contentons de la recopier à gauche comme à droite. Pour L3, nous avons 2L3 plus L4. Alors, nous faisons apparaître des zéros ici, ce qui veut dire que pour L3,
il y a simplement une multiplication par 2 à effectuer. Idem pour L2, étant donné que nous avions 0 ici. Et pour L1, il faut tout multiplier par 2. Voilà. À droite, bah, c'est forcément un petit peu plus compliqué. Donc prenons L1 qui reçoit donc 2L1 moins 3L4. Donc nous avons ici 2 moins 6, donc moins 4. De la même manière, 0 plus 3, on a 3. Ici, 0 plus 3, 3. Et 0 moins 3, moins 3. Pour L2, 2L2 plus L4, donc ça va bien évidemment nous donner ici 0. Ici, nous allons obtenir donc 1. Ici, moins 1. Et ici, 1. Pour L3, donc 2L3 plus L4, donc moins 18 ici plus 2, nous obtenons moins 16. Ici 8 moins 1, nous obtenons 7. Ici nous obtenons 3 et ici nous obtenons 1. Donc voilà typiquement à cette étape-là ce que l'on obtient. Donc la prochaine étape, c'est de poursuivre ce pivot inversé en utilisant ce nouveau pivot moins 2 et en faisant apparaître des zéros ici. Alors bien évidemment, on se rend compte qu'il y a déjà un 0 dans cette position-là, il n'y a que la ligne 1 à changer. Donc on va continuer de cette manière-là. Donc ici, la ligne 1 va recevoir tout simplement, donc on agit sur le pivot moins 2, donc il faut prendre la ligne 1 plus 3 fois la ligne 3. Ce qui nous donne ici directement, donc 4. Ici, nous avons donc 4 plus 3 fois 0, donc bien évidemment 4, et 0. Donc encore une fois, les opérations à gauche deviennent de plus en plus évidentes. Alors pour ce qui est des opérations à droite, nous pouvons récupérer ici donc, nos 3 lignes suivantes et effectuer uniquement donc, les opérations sur la ligne qui change, à savoir donc la première ligne. Donc pour la première ligne, nous avons ici moins 4, moins 3 fois 16. Donc 3 fois 16, ça fait ici moins 48. Nous obtenons donc moins 52. De la même manière, ici nous avons 3 plus... Alors, on en était où? Donc on en était ici. Donc ici 3 plus 3 fois 7, 21. Donc 24. Ici nous obtenons 9 plus 3, 12. Et enfin, moins 3 plus 3, 0. Il ne nous reste pour obtenir une matrice diagonale plus qu'à faire apparaître un 0 en lieu et place du 4, donc avec un nouveau pivot qui est 2, et donc neutraliser ici ce 4. Donc, pour ce faire, il nous reste à faire l'opération encore une fois sur la ligne 1, et la ligne 1 va recevoir la ligne 1 moins 2 fois la ligne 2. Ce qui va nous donner, alors là je vais me permettre pour gagner un petit peu de temps de copier tout ceci, hop, étant donné qu'il y a de moins en moins d'opérations, et on va simplement garder ce qu'il nous faut, hop, voilà. Donc qu'est-ce qui est modifié? Donc bien évidemment que la ligne 1, et encore à la marge, d'accord? Étant donné qu'il n'y a pas de dilatation sur la ligne 1 ici, vous avez un 0, et sur la deuxième matrice, il n'y a que la première ligne qui est modifiée. Donc nous faisons L1 moins 2L2, donc moins 52 ici plus 0, on garde moins 52, 24 moins 2, il reste 22, 12 plus 2, nous avons 14, et 0 moins 2, nous avons moins 2. À ce stade-là, nous avons presque terminé notre travail. Pourquoi? Parce qu'ici, désormais, nous avons ici une matrice qui est une matrice diagonale.
Alors, pour passer d'une matrice diagonale à l'identité, il ne reste plus qu'à faire des dilatations. Autrement dit, pour obtenir ici la matrice inverse, nous allons prendre chacune des lignes, et chacune des lignes va être divisée par le coefficient diagonal correspondant. Alors pardon, ici ce n'est pas un 0, bien évidemment. Donc on reprend le coefficient précédent qui était un 2. Il n'y a pas de raison de faire apparaître un 0 ici. Et vous obtenez par cette dernière transformation la matrice diagonale à gauche. On va ici écrire nos opérations. Donc L1 devient tout simplement 1 quart de L1. L2 reçoit 1 demi de L2. L3 reçoit moins 1 demi de L3 et L4 reçoit 1 demi de L4. À gauche, nous allons obtenir donc l'identité. C'est normal, c'était notre objectif depuis le début. Et à droite, nous obtiendrons ainsi, en ayant effectué les mêmes opérations depuis le début que sur A, nous obtenons désormais la matrice A-1. Voilà ici notre matrice identité qui apparaît. Donc je rappelle, hein, premier pivot pour échelonner la matrice, deuxième pivot inverse pour la rendre diagonale, puis une dernière opération pour ici obtenir l'identité. Et à droite, donc nous obtenons ici donc moins 52 divisé par 4, cela fait donc moins 13. Ici nous obtenons 11 demi. Ici 7 demi, moins 1 demi, 0, 1 demi, moins 1 demi, 1 demi. Ici, nous obtenons 8, moins 7 demi, moins 3 demi, moins 1 demi. Et enfin, 1, moins 1 demi, moins 1 demi et 1 demi. À la dernière étape, encore une fois, je vous rappelle, une fois que vous avez obtenu IN ici, vous avez obtenu donc A moins 1. Et on peut vérifier si on le souhaite, je vous laisserai le vérifier. Mais si vous avez fait vos opérations correctement, il n'y a pas de raison. Vous pouvez vérifier que A multiplié par A-1, ça fait bien I4. Voilà donc pour cette technique d'inversion de matrice par l'élimination de Gauss. A bientôt pour la prochaine vidéo et n'oubliez pas de vous abonner pour être notifié des nouvelles vidéos.